Bismillahirrahmanirrahim. Donc, à la suite des fluides incompressibles parfaits, on va commencer par un TD pompe vérin. Donc, vous avez ici un système composé d'un vérin qui est alimenté par une pompe qui est elle-même alimentée par un moteur électrique. Donc, la pompe, le moteur électrique, il a une puissance de 7 kW, un couple utile de 60 Nm. La pompe, il débite 30 litres par minute avec une pression de 100 bars. Pour le vérin, on donne la section du piston 50 cm et la section de la tige ici de 10 cm. Vous avez ici la transmission de puissance du moteur vers le vérin. Donc le moteur à la sortie, on a une puissance motrice, couple et une certaine vitesse. La pompe, il a un certain rendement qu'on va calculer après, puis et qui donne un certain débit volumique de 30 litres par minute, la pression 100 bars, on va calculer la puissance utile donnée par la pompe. Pour le vérin, il a un certain rendement de 80% et on va déterminer la vitesse ainsi que l'effort à la sortie du vérin. Donc, pour faire cette étude-là, on a les questions suivantes auxquelles on va répondre. La première des choses, on demande de calculer la vitesse de rotation de la pompe, puis la puissance utile fournie par la pompe à partir de Bernoulli et son rendement, les vitesses de déplacement en sortie et en entrée de la tige du vérin, la force en sortie et en entrée de la tige avec le rendement qu'on a vu 80%, et enfin le rendement global de l'installation du moteur vers le vérin. Donc on va commencer par la première question. Vitesse de rotation de la pompe ici. Donc on connaît bien que la puissance est égale au couple fois oméga. De ce fait, je peux tirer oméga est égal puissance motrice sur le couple, ce qui va me donner 116,67 radians par seconde. Ça, c'est la fréquence ou bien la vitesse de rotation de l'arbre de la pompe. Après, je peux calculer la puissance fournie par la pompe et son rendement en utilisant Bernoulli. Donc on a déjà vu sur le cours que Bernoulli 1,5 V2 au carré moins V1 au carré plus rejet Z2 moins Z1 plus P2 moins P1 est égal à 0, est égal à PU sur QV puisque ici on a une pompe. Donc Z2 est égal à Z1 puisqu'on va prendre le même niveau, donc on va s'annuler. V2 est égal à V1 puisque ici on a la même canalisation automatiquement. QV est égal S1, V1 est égal S2, V2, donc on a la même vitesse. Ce qui reste, c'est que PU est égal P2 fois QV. On a vu que c'était delta P, ça veut dire P sortie moins P entrée, puisque P1 est négligeable devant P2, donc on va négliger P1, ce qui va donner seulement P2 fois QV. On sait que P2 est égal 100 bars, on multiplie par 10 à la puissance 5 pour convertir en Pascal, fois QV qui est égal à 30 litres. 1 litre est égal à 10 à la puissance moins 3 mètres cubes, divisé par 60, puisqu'on a par minute, donc pour le rendre en secondes. Ça va me donner 5000 watts. Ça, c'est la puissance utile fournie par la pompe. Maintenant, je peux calculer le rendement de cette pompe-là. Le rendement, c'est la puissance sortie sur la puissance entrée, donc c'est PU sur PM, la puissance fournie par le moteur. Ça va me donner 5000 sur 7000, ça fait un rendement de 0,71. Maintenant, on passe à l'étude du vérin. Donc, la vitesse de déplacement du vérin. Le débit volumique, conservation de débit, est égal V fois S. Donc, la vitesse est égale QV sur S. Puisqu'on connaît QV, on connaît la section du piston et de la tige, donc je peux calculer la vitesse soit en sortie, soit en entrée. En sortie du vérin, on a la section, c'est SP. Donc cette section-là, puisque l'huile il va entrer ici, donc la section de poussée, c'est la section du piston. Donc ça sera 50 cm². Je le convertis en mètres carrés, ça va me donner 50 fois 10 à la puissance moins 4, puisque moins 2 à la puissance 2, c'est moins 4. D'où une vitesse de 0,1 mètre par seconde. Ça, c'est la vitesse du sortie du vérin. Pour l'entrée de vérin, la pression, elle va venir de ce côté-là. Donc, si la pression entre ici, donc la section de poussée ne sera plus la section de piston. Ça sera la section de piston moins la section de la tige.
puisque l'huile, il va se trouver seulement ici, et non pas à l'intérieur sur la section de la tige. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais calculer maintenant la section de poussée, c'est quoi? C'est la section de piston moins la section de la tige. C'est 50 moins 10, je remplace ici, ou bien je convertis en mètres cubes, en mètres carrés, en multipliant par 10 à la puissance moins 2, au carré ça va 10 moins 4, ce qui va me donner une vitesse de 0,125 mètres par seconde. Donc on remarque ici que la vitesse d'entrée est supérieure à la vitesse de sortie. Maintenant, pour la force en sortie et en entrée du vérin. Donc je connais, c'est la pression qui existe ici, donc je peux calculer la force qui existe sur la tige. Pour cela, je dois calculer la force qui existe ici sur le piston. Donc la force qui existe sur le piston, c'est P fois S. De ce côté-là, la force qui existe sur le piston, c'est P fois S du piston moins S de la tige. Donc le rendement ici du vérin, tout d'abord, est égal à la puissance sortie sur la puissance entrée. La puissance sortie, c'est la puissance sur la tige. La puissance entrée, c'est la puissance hydraulique donnée par le fluide. Donc je remplace chacune des puissances par leur valeur. La puissance sur le vérin, c'est la force fois la vitesse, puisqu'on a une translation, donc force fois vitesse. La puissance hydraulique, c'est la force fois la vitesse, ici, de ce côté-là, puisqu'on a la force sur le piston, sur la vitesse de déplacement du piston. Or, on voit bien que la tige et le piston, c'est le même ensemble. Donc la vitesse de la tige, c'est la même que la vitesse du piston. Donc je peux simplifier ici les deux. Ça va me donner le rendement de la vis du vérin est égal à la force sur la tige, la force sur la sortie, sur la force à l'entrée du piston. De ce fait, je peux calculer la force de la tige, puisque je connais déjà le rendement du vérin. Donc rendement du vérin à 80%, ça veut dire 0,8. Je multiplie par la force du piston, ici, qui est égale à la pression fois la section. Donc la pression étant de 10 à la puissance 7 pascal, fois la section 50 cm², je convertis en mètres carrés, ça va 10 moins 2, au carré, ça va 10 moins 4. Donc la force en entrée de tige, ça va me donner ici 40 000 newtons. En entrée de tige, c'est la même chose. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est seulement la section ici. La section ici, ça sera la section du piston moins la section de la tige. C'est 50 moins 10, ça fait 40 cm². Donc ça va me donner une force de 32 000 newtons. Le rendement global de l'installation hydraulique, c'est le rendement de la pompe fois le rendement de la vis. Ça va me donner 0,568 comme rendement total ici. Donc on vient de finir ici cette première partie. On passera maintenant à la deuxième partie sur les fluides incompressibles parfaits. On passe maintenant à la deuxième partie sur les fluides incompressibles, mais cette fois réels. Donc, on va prendre réel, ça veut dire qu'on va prendre en considération les frottements qui existent dans les fluides. Donc, pour cela, on va définir la viscosité du fluide. Donc, la viscosité ici, dans un fluide réel, les forces de contact ne sont pas perpendiculaires aux éléments de surface sur lesquels elles s'exercent. Donc, elles possèdent donc des composantes tangentielles qui s'opposent au glissement des couches fluides les unes sur les autres. Cette résistance est caractérisée par la viscosité. Donc, comme vous voyez ici, puisqu'on a ici le système comprend une certaine viscosité, ça veut dire que les couches ici n'ont pas la même vitesse. Puisqu'elles n'ont pas la même vitesse, chaque couche elle va se déplacer sur l'autre avec une vitesse relative. Donc, ce déplacement-là, il va donner des frottements entre les couches, puisque la couche en bas, elle va s'opposer au déplacement de la couche en haut, qui se déplace à une vitesse plus grande. Le mouvement du fluide peut donc être considéré comme résultant de glissement des couches de fluide les unes sur les autres. La vitesse de chaque couche est donc fonction de la distance z. Donc la vitesse ici ne sera pas une vitesse constante comme on a vu pour les fluides parfaits, mais en fonction de la hauteur z.
De ce fait, on va définir la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. Donc, comment on définit la viscosité dynamique? Considérons deux couches de fluide distant de delta Z, ici. La force de frottement F qui s'exerce à la surface de séparation de ces deux couches s'oppose au glissement d'une couche sur l'autre, comme on a dit tout à l'heure. Cette force s'écrit sous la forme. Donc, la force qui s'oppose entre les deux couches est égale mu fois S, la surface, fois delta V, c'est la variation de vitesse, sur delta Z, c'est la variation de Z. Le facteur mu est le coefficient de viscosité dynamique du fluide. L'unité, c'est le pascal seconde, PAS, ou le poiseuil, c'est l'unité qui n'est pas internationale, ce qu'on va utiliser, c'est le pascal seconde. Donc, de la viscosité dynamique, on peut définir la viscosité cinématique par le rapport mu sur ρ, parce qu'on va trouver dans le calcul ce rapport-là. Donc, on ne va pas traîner sur tout le rapport. C'est pour cela qu'on va remplacer par une certaine valeur qu'on appelle viscosité cinématique. Maintenant, on va voir les pertes de charge, puisqu'on a dit qu'il y a frottement. Donc, frottement, ça veut dire qu'on va perdre de l'énergie. Un fluide réel en mouvement subit des pertes d'énergie dues au frottement sur les parois de la canalisation, ce qu'on appelle perte de charge systématique, ou dues aux accidents de parcours, ce qu'on appelle perte de charge singulière. Donc, lorsqu'on a déplacement du fluide sur une canalisation, le frottement sur les parois va me donner une certaine perte de charge qu'on appelle systématique, puisqu'elle est sur toute la longueur. Il y en a ceux qui sont réalisés par des accidents de parcours, par exemple un coude ou bien élargissement de la section, ça on l'appelle singulière. Donc pour cela, on va définir un certain nombre, ce qu'on appelle nombre de Reynolds, pour définir le type d'écoulement. Puisque suivant la vitesse, on va voir que l'écoulement, il peut être soit laminaire, soit turbulent. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un tube de verre sur lequel coule de l'eau et on va entrer un filet coloré, une coloration quelconque. Et suivant la vitesse, on voit que lorsque la vitesse est faible, l'écoulement se fait suivant une ligne droite, ce qu'on appelle écoulement laminaire. Quand la vitesse commence à augmenter, on voit que les turbulences commencent à se réaliser. Une fois que la vitesse augmente, on a une grande turbulence. Donc pour cela, pour définir le type d'écoulement-là, Reynolds a défini un certain nombre, ce qu'on appelle nombre de Reynolds, RE, en fonction de ρ fois V fois le diamètre sur mu, la viscosité dynamique. Donc, pour l'expérience, si on fixe D, ρ et mu sur le même solide, même fluide, donc on va changer seulement V pour voir comment ça va varier RE. Après, on peut fixer V et changer D pour voir. Après, on va changer type de fluide pour voir quels sont les facteurs qui interviennent dans ce facteur-là. Donc, l'expérience montre que si RE est inférieur à 2000, le régime est laminaire. Si RE est compris entre 2000 et 3000, on l'appelle régime intermittent. Ça veut dire qu'il n'est ni laminaire ni turbulent. Si RE est supérieur à 3000 et inférieur à 10 à la puissance 5, le régime est turbulent lisse. Une fois que RE dépasse le 10 à la puissance 5, on l'appelle turbulent rigoureux. Maintenant, on va voir le théorème de Bernoulli avec les pertes de charge. Donc, on a vu dans la première partie que cette partie-là, il n'y avait pas les pertes de charge. Maintenant, on va ajouter les pertes de charge. Donc, la position 2 moins la position 1 plus les pertes de charge, ça va me donner 0. Ça veut dire 1 demi-ρ V2 au carré moins V1 au carré, plus P2 moins P1, plus ρg Z2 moins Z1, plus delta P ici, c'est les pertes ici. On va prendre delta P ici supérieur à 0 est égal à 0. Donc, comment on définit la position de delta P? C'est lorsqu'on a un écoulement, l'énergie à la sortie est égale à l'énergie à l'entrée 1 moins les pertes. C'est comme ça, on va positionner les différents facteurs. Si on divise ici par ρg, cette valeur-là,
on va avoir cette formule-là. Donc on voit bien ici que le terme ici, P2 moins P1, elle est en Pascal. Ça veut dire que chaque terme ici est en Pascal. Et delta P ici, c'est les pertes en Pascal. Si on divise par G, on voit bien que le seul terme qui existe ici, seul, c'est Z2 moins Z1. Ça veut dire que chaque terme ici, elle est en mètres. Ça veut dire que c'est delta H qui est égal à delta P divisé par G, c'est en mètres. Pourquoi? Parce que parfois on donne les pertes en mètres, parfois on donne les pertes en Pascal. Donc on peut utiliser cette formule ou l'autre. Mais on voit bien que cette formule, elle est déduite celle-là en divisant par G. On peut diviser seulement par Rho ou bien par G, suivant les formules, mais ces deux formules, ça, c'est les plus utilisées. Maintenant, on va voir comment on va exprimer les pertes de charge. Donc, la différence de pression P1 moins P2 entre les deux points 1 et 2 d'un circuit hydraulique a pour origine les frottements de fluide sur la paroi interne de la tuyauterie, on l'appelle perte de charge régulière ou bien linéaire ou bien systématique. Donc, lorsqu'on a le frottement sur la paroi interne de la canalisation, ça, ce sont des pertes de charge suivant toute la longueur, on les appelle systématiques, régulières ou bien linéaires. Par contre, la résistance à l'écoulement provoquée par des accidents de parcours, tels que les coudes, élargissement, rétrécissement, ça veut dire diminution de la section, ou bien organes de réglage, tels que les clapets anti-roture, ainsi de suite, ce sont des pertes de charge accidentelles ou bien singulières. Singulières parce qu'elles existent dans des points bien déterminés. Le problème de calcul des pertes de charge met en présence les principales grandeurs suivantes. Donc, pour calculer les pertes de charge, on va voir qu'il va intervenir pour le fluide qui est caractérisé par sa masse volumique ρ et sa viscosité cinématique nue ou bien dynamique, le tuyau caractérisé par sa section circulaire de diamètre D, de longueur L et sa rigorosité interne K. Ce sont les éléments qui vont intervenir dans la détermination des pertes de charge. Donc, perte de charge systématique. Comment on va les déterminer? Dans un tuyau de diamètre D, de longueur R, les pertes de charge exprimées sous les formes suivantes. Donc, on peut exprimer les pertes de charge linéaires, soit par delta P est égal à lambda rho V au carré fois L sur 2D. Donc, L, c'est la longueur, D, c'est le diamètre, rho, c'est la masse volumique du fluide qui s'écoule, et V, c'est la vitesse d'écoulement. Ou bien, on peut le caractériser par delta H. On a vu que delta H, c'est quoi? Delta H, c'est delta P sur rho G. Est égal à lambda V au carré L sur 2G fois D. Donc, pour avoir ça, les pertes de charge se forment en Pascal ou bien en mètres. Ce qu'il faut ici calculer, ce qui n'est pas déterminé, c'est ce facteur-là, lambda, puisque ces valeurs-là, L, D, ρ, V sont connues. Ce qui n'est pas connu, c'est lambda, qui est le coefficient de perte de charge linéaire. Donc, pour déterminer ce coefficient-là, on a les différents écoulements. Soit écoulement laminaire, lorsque RE est inférieur à 10 000. Poiseuil a donné cette formule-là, lambda est égal à 64 sur RE. RE, c'est le nombre de Reynolds. Cas d'un écoulement turbulent lisse, on va prendre entre 2000 et non pas 3000, puisque entre 2000 et 3000, on a dit que c'était une phase qui est intermédiaire, on va faire entrer dans turbulent lisse. Donc, entre 2000 et 10 à la puissance 5, Blasius a donné cette formule-là, lambda est égal à 0,316, RE à la puissance moins 0,25. Après, écoulement turbulent rigoureux. Ça veut dire lorsque RE est supérieur à 10 à la puissance 5. Donc, c'est Blanche qui a fait cette étude-là. Elle a trouvé lambda est égal à 0,79, racine de epsilon sur D. Epsilon, c'est quoi? C'est la rigorosité interne de la conduite. Donc, la conduite, le fabricant, il nous donne toujours la rigorosité interne pour la prendre en considération afin de calculer les pertes de charge linéaires de la conduite-là. Maintenant, pour les pertes de charge accidentelles. Donc, les pertes de charge accidentelles sont données par expérience. Le fabricant du produit il fait ses expériences et nous donne les pertes de charge. Donc, delta P à quoi est égal? Est égal K
rho V au carré sur 2, donc ces valeurs-là elles sont connues, K elle est inconnue. Ou bien, on peut le calculer en mètres, ça c'est en pascal, en divisant par rho G, ça va K V au carré sur 2G. Delta H est égal à delta P sur rho G, il ne faut pas l'oublier. Car c'est le coefficient de perte de charge singulière qui est sans dimension, elle est déterminée par expérience par le fabricant du produit. Maintenant, je peux donner le théorème de Bernoulli généralisé en prenant en considération les puissances utiles données par la pompe et les pertes de charge delta P ou bien delta H. Donc, théorème de Bernoulli s'écrit alors sous forme générale suivante. La position 2 moins la position 1 plus les pertes est égale la puissance utile sur QV. Donc, puisque ici, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est en pascal, donc tous les éléments ici ils sont en pascal. PU sur QV est en pascal. Si on divise par rho G, on va transformer la formule en mètres. Ça sera PU sur QV sur rho G, rho fois QV c'est QM, pour avoir cette formule-là. Donc, on a l'une des deux formules qu'on va utiliser. Ça, c'est la formule générale qu'on peut utiliser pour le calcul avec la formule de Bernoulli. Donc, on va passer après à l'exercice pour voir les applications sur le théorème de Bernoulli. Donc, maintenant, on va faire un exercice sur les éléments pour les fluides incompressibles réels. On va prendre ici un toboggan qui est composé d'une piscine remplie de l'eau, une pompe qui va aspirer l'eau avec une canalisation horizontale vers une canalisation verticale pour le verser sur le toboggan et on a un cycle fermé de l'eau. Donc, cycle fermé de l'eau, ça veut dire que la piscine elle va rester sur le même niveau ici. Voici les données ici nécessaires. On donne la viscosité de l'eau, mu, masse volumique, l'accélération de la pesanteur, la pression PO et PD, puisqu'elle se trouve à l'atmosphère, donc c'est un bar. On donne les points ZA, ZB, C et D, rendement de la pompe, les longueurs L1 et L2 et le débit de la pompe. Donc, le travail demandé, on demande de calculer la vitesse d'écoulement V dans la conduite. En appliquant le théorème de Bernoulli entre le point O et A, on va calculer la pression PA à l'entrée de la conduite. Puis, on va déterminer le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds, on va déduire la nature de l'écoulement. Après, on va calculer le coefficient de perte de charge linéaire pour déterminer les pertes de charge, JL, entre A et D. Puis, en appliquant le théorème de Bernoulli, on va calculer la puissance nette ou bien puissance utile donnée par la pompe. Après, on déduire la puissance absorbée par la pompe, puisqu'on va partir de la sortie, puis entrer jusqu'à calculer le moteur. Donc, vous avez ici le toboggan. La première question, vitesse d'écoulement dans la conduite ici. Donc, on va calculer le débit, puisqu'on connaît le débit. La formule débit QV est égal V fois S. Donc, on peut dériver V est égal QV sur S. S, c'est la section circulaire, c'est petit d au carré sur 4. Donc, tout calcul fait, on va me donner la vitesse dans la conduite est égale 0,6 mètres par seconde. Théorème de Bernoulli entre O et A. Puisqu'on connaît le point O, c'est la pression atmosphérique, je veux calculer la pression au point A. Donc, on utilise Bernoulli, 1 demi V2 moins V1. Donc, V2, c'est O moins VA plus PO moins PA sur O plus G facteur Z0 ou bien ZO moins ZA est égal à 0. Puisqu'entre O et A, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de perte. Donc, on va trouver cette formule-là. Donc, on a dit que ici, la piscine, le même niveau, elle est gardée, ça veut dire que la vitesse, elle est nulle. Il n'y a pas de déplacement du point O. La pression au point O, c'est la pression atmosphérique, 1 bar. Donc, je peux calculer la pression au point A.
Donc, cette formule-là, je tire la pression point A. Lorsqu'on va faire le calcul, PO est égal à 10 à la puissance 5 pascal, rho G 1000 fois 9,81 fois ZO moins ZA, c'est 1,5 moins 0, moins 1,5 rho VA au carré qu'on vient de calculer en mètres par seconde. Ça va me donner une pression au point A est égale à 1,14535 bar. Ça veut dire que je peux multiplier par 10 à la puissance 5 pour avoir en pascal. Après, nombre de Reynolds. Donc, je calcule le nombre de Reynolds pour définir le type d'écoulement. RE est égal à rho VD sur mu. Rho, il est connu. La vitesse, il est connu, 0,6. Diamètre connu. Mu, il est connu. Donc, je peux calculer facilement. RE est égal à 90 000. C'est un nombre sans dimension. RE, elle est compris entre 2000 et 10 à la puissance 5. Ça veut dire que l'écoulement, il est turbulent lisse. Le coefficient de perte de charge linéaire lambda. De ce côté-là, d'après le cours, donc turbulent lisse, ça veut dire que lambda est égal à 0,316 RE à la puissance moins 0,25. Donc je peux calculer lambda est égal à 0,01824. Donc une fois lambda connu, je peux passer à calcul des pertes de charge linéaires. Donc la formule déjà donnée, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer chaque valeur ici, ça va me donner une perte de 394 pascal. Maintenant, théorème de Bernoulli entre le point A et D. Donc, on connaît déjà la formule là, puisqu'il y en a une machine ici, donc ça sera position 2 moins la position 1 plus les pertes est égal à puissance utile ou bien puissance nette divisé par QV. Je connais tous les éléments ici, donc je peux calculer facilement la puissance nette, ça va me donner 713 watts. Il suffit de remplacer chaque élément par sa valeur. Une fois la puissance calculée, je peux calculer la puissance absorbée par la pompe. Donc la puissance absorbée par la pompe, c'est la puissance à l'entrée. En utilisant ici le rendement, est égal à P1 sur PA, ça va me donner PA est égal à P1 sur rendement. Donc le calcul il est facile, ça va me donner 891 watts. Ça, c'est la puissance à l'entrée de la pompe. Jusqu'ici, je vous remercie. À la prochaine.